Normalement, ça marche, on est en direct. Donc voilà, bonjour à tous, puis bienvenue pour la reprise de nos webinaires sur les couverts. Donc on avait commencé une première session en mars sur vraiment les services rendus par les couverts, avec une partie effet des couverts sur la structure du sol, des comptes rendus d'XP, une autre sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix des couverts, et puis de manière générale la relation couvert et azote. Et là, sur avril, on est plutôt sur comment est-ce qu'on fait pour cultiver des couverts, avec deux webinaires consacrés aux techniques d'implantation. Donc, un sur optimiser l'implantation des couverts, donc plutôt orienté implantation post-moisson. Donc voilà, on va vous présenter un peu des comptes rendus d'essais et puis des retours de la biblio sur comment on fait pour réussir l'implantation de ces couverts post-moisson. Puis on ouvrira un petit peu sur d'autres techniques, et notamment sur une qu'on développera au cours du webinaire de la semaine prochaine, donc ce qui s'intitule Le tout sur le semis de couvert à la volée dans le précédent, et du coup sur lequel on a travaillé également au travers d'un réseau d'essais sur le semis à la volée dans le précédent. Donc voilà, donc deux webinaires, donc un le 15 avril et l'autre le 22 avril sur les techniques d'implantation. Du coup là, on va démarrer le premier, donc sur optimiser l'implantation des couverts. Donc je suis accompagné de Pierre Alban. Pierre Alban, si tu veux te présenter un peu. Oui, donc Pierre Alban Jacquet, moi je suis donc agro à la coopérative Cérésia, en charge notamment de toute la partie système de culture et peut-être en particulier aujourd'hui pour ce qui nous concerne, toute la partie optimisation, couvert, interculture au niveau des systèmes de culture aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup Cérésia qui fait partie donc des partenaires du projet, donc voilà, au même titre que les chambres d'agriculture de Hauts-de-France, l'INRAE, la coopération agricole, la Fredon, Unilassal, Arvalis, Bureau de France, et puis deux partenaires associés, donc le CETA de Haute-Somme et puis Alpha Semence. Donc sur un projet donc, qui s'appelait Multifonctionnalité des couverts d'interculture. C'est un projet qui s'est terminé donc, fin d'année dernière. Là, on est plutôt sur la phase de valorisation, puis on continue quelques petits trucs. Et donc c'est un projet qui a duré pendant 5 ans avec le soutien financier de l'Europe et de la région de France. Donc, voilà, on va pouvoir démarrer ce premier webinaire de la deuxième séance sur l'optimisation de l'implantation des couverts. Donc avant de démarrer, je fais un petit rappel sur le fonctionnement de la plateforme. C'est voilà, vous avez un onglet questions, n'hésitez pas à l'utiliser au cours de la présentation s'il y a une question qui vous vient. On y répondra vraiment dans la partie questions, vraiment dans la deuxième partie du webinaire. À part si c'est une question de compréhension, on y répondra tout de suite en textuel sous votre question. Mais surtout, essayez d'utiliser l'onglet questions parce que celles qui passent dans le chat, en général, il faut... Vous ne pourrez pas répondre à votre question parce qu'on ne la verra pas. Et aussi, donc, si vous voyez une question qui vous intéresse, vous avez la possibilité de voter pour la question. Et donc, nous, ça nous aide à savoir ce qui vous intéresse le plus et puis pouvoir prioriser si on n'a pas le temps de répondre à tout. En fait. Donc, surtout, voilà, il y a l'onglet questions, il ne faut pas hésiter à en abuser. Donc, voilà. Et puis aussi, ça sauvegarde les questions, elles sont sauvegardées. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, moi, vous trouverez une réponse dans le compte-rendu du webinaire. Donc, sur le site internet, vous allez découvrir après. Donc, on répond à toutes les questions. Donc voilà, donc on peut démarrer. Donc j'ai représenté un petit peu. Donc on avait fait 5 webinaires sur les couverts et à chaque fois, donc il y en a une partie sur sur chaque webinaire, on va vous présenter un peu les sorties de ce projet multifonctionnalité des couverts d'interculture, un état de l'art sur la thématique qui fait l'objet du webinaire, des comptes rendus de nos essais. Et puis aussi, il y aura toujours une petite vidéo de compte rendu des essais pour voir un petit peu ce que ça a donné sur le terrain. Et enfin, on termine par une partie échange questions-réponses. Donc là, cette fois, ce sera Pierre Alban et moi qui allons répondre aux questions. Donc voilà. Et puis après, on termine par une petite conclusion. C'est parti, on va démarrer. Donc on démarre vraiment par une présentation de notre projet. Donc c'est un projet qui est 2015-2020. C'est un projet vraiment généraliste sur les... On va dire avec un objectif de favoriser la génération de couverts d'interculture performants. Donc, on est parti avec ça en 2015. Et donc, on a essayé de comprendre comment on arriverait à produire un maximum de services et aussi avec des niveaux de services élevés, comment est-ce qu'on maximise les couverts rendus par les cultures intermédiaires. Et avant ça, on a essayé de découvrir un peu quels sont les éléments qui pouvaient limiter le développement de nos couverts en région. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus et pourquoi est-ce qu'on n'a pas que des couverts qui maximisent les services en région. Donc, on a essayé de comprendre un peu les facteurs un peu qui expliquaient les pratiques actuelles et puis comment est-ce qu'on pourrait les optimiser. Et donc, ça a donné lieu à 3 objectifs principaux pour notre projet. Le premier objectif qui est de fournir des références sur les services rendus. Donc, c'est comment est-ce qu'on crée de la référence et on vulgarise l'existant pour rendre disponibles toutes ces connaissances sur les services rendus par les couverts auprès des conseillers des agriculteurs. Donc, maintenant qu'on sait
voilà, comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre des couverts d'interculture. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est permettre aux agriculteurs d'aménager leurs pratiques pour maximiser les services ciblés. Donc, c'est-à-dire que si je sais maintenant que mes couverts sont efficaces pour restructurer le sol, on l'a vu dans le premier webinaire, ben, comment je fais pour maximiser ce service-là? Donc, quelles sont les espèces à utiliser, quelle date d'implantation, quelle date de destruction, comment, quand et comment implanter ou détruire le couvert pour maximiser ce service-là et aussi en maximiser plusieurs en même temps. Et enfin, on a un dernier objectif qui est plus, on va dire, opérationnel, c'est-à-dire c'est de permettre le contournement de freins à la mise en place des cultures intermédiaires. Donc, c'est que même, en fait, on s'est rendu compte que pour un certain nombre d'agriculteurs, même qui sont très motivés par les cultures intermédiaires, donc ils ont une bonne conscience des services rendus et ils savent ce qu'il faudrait faire pour pouvoir maximiser les services, mais finalement, sur les exploitations, il y a d'autres contraintes qui entrent en jeu, et donc des contraintes économiques ou organisationnelles qui empêchent de pouvoir semer des cultures intermédiaires performantes. Et du coup, un de ces objectifs du projet, ça a été de transférer des innovations qui permettaient de lever ces freins économiques et organisationnels pour arriver, notamment, on va le voir là aujourd'hui, pour arriver à semer et faire lever des couverts le plus tôt possible. Donc voilà un peu les 3 objectifs du projet. Et pour y répondre, on a mis en place des expérimentations au champ, des expérimentations virtuelles avec un modèle de recherche qui s'appelle STIX. On a un peu arpenté toute la bibliographie qu'on pouvait trouver sur les services des cultures intermédiaires, donc tout ce qui est perte en azote, fourniture, structure du sol, vie du sol, les cycles des éléments, minéraux, les matières organiques, la battance, et puis j'en passe. Et enfin, on a mené un travail de track aux pratiques innovantes, on verra un petit peu les résultats à la fin de la présentation. Donc c'était vraiment pour rechercher des innovations qui permettent de contourner ces freins à la mise en place des couverts. Donc voilà. Et enfin, donc, tous les résultats de ces différents dispositifs, ils ont été, on va dire, synthétisés, mis en forme, regroupés au travers d'un site internet, donc une bibliothèque en ligne de service, donc qui regroupe une partie de toutes nos sorties. Donc vous avez des fiches pour savoir comment maximiser les services rendus par les cultures intermédiaires. Donc tout est libre, vous pouvez tout consulter en ligne, pas de problème, on vous donnera le lien juste après. Donc, il y a 9 fiches sur les services rendus. Il y a des fiches sur les pratiques innovantes, donc les pratiques qui permettent de lever des freins à la pratique de couvert. Des dossiers techniques qui sont vraiment les comptes rendus détaillés de nos expérimentations. Des outils d'aide à la décision, conception. On en a vu un dans le précédent webinaire sur l'évaluation de la disponibilité en azote en interculture, mais il y en a d'autres. Donc, un sur la composition des mélanges et un autre sur les choix de conduite. Donc, quand est-ce que je dois semer, quand est-ce que je dois détruire, pour, on va dire, atteindre les niveaux de service cibles. Voilà, notamment tout ce qui est eau, azote et carbone. Et enfin, on a cette vidéo qui regroupe toutes ces références, donc avec soit un format un peu plus ludique. Donc vous avez des vidéos de nos expérimentations, qui utilisent comme support nos expérimentations, mais on diffuse plus largement sur tous nos résultats. Et enfin, on a des supports d'animation, donc pour des formations ou des journées techniques voilà, qu'on organiserait ou qu'un tiers organiserait. Et puis enfin, on a d'autres supports de communication qu'on a mis en place sur les couverts. Donc voilà, pour tout ce qui est sorti. Tout est disponible, je vous l'ai dit, sur un site qui s'appelle cultivonslescouverts.agro-transfert-rt.org. Donc là, si vous ne connaissez pas l'adresse du site par cœur, vous allez sur le site d'AgroTransfert ou des partenaires et puis vous allez arriver à le retrouver. Donc voilà, c'est libre, vous pouvez avoir accès à tous nos résultats. C'est à voir sans aucune modération, on peut y aller. Donc voilà, donc là on va pouvoir passer à la thématique, donc 18h08, le timing. On passe je passe la parole à Pierre Alban qui va commencer à nous parler va nous faire un petit état de l'art sur l'optimisation de l'implantation des couverts, nous introduisant un peu la thématique. Après on verra une vidéo de compte rendu d'essai technique d'implantation post-moisson. Et enfin, voilà, pour aller plus loin et puis questions-réponses. Ok, bon bah allez, c'est parti Pierre Alban, je te laisse la parole. Donc, merci Romain. Donc effectivement, on a parlé sur les deux premiers webinaires des services que pouvaient rendre les couverts, en sachant que pour maximiser les services rendus au niveau des couverts, le principal facteur d'explication de l'intensité, je dirais, du service rendu, c'est bien la production de biomasse totale qui est produite. Alors sachant que la production de biomasse, elle est dépendante principalement, je dirais, de 4 facteurs. Le premier, c'est le rayonnement que la plante est capable de capter. La deuxième, c'est la zone de température qui régit notamment toute la partie développement des plantes et avancée en termes de stade. L'eau, bien sûr, et puis également toute la partie fertilisant, ou éléments fertilisants type et notamment azote. Alors, si on s'intéresse dans un premier temps sur la partie température, parce que c'est bien aussi là, je dirais que l'enjeu peut être important et sur lequel on peut alors indirectement jouer par rapport à la date de semis. Et la date de destruction, en fait, c'est la période sur laquelle le couvert va être présent. Donc, on vous a mis sur le tableau ici
la somme de température qui va être captée entre l'implantation, avec donc différentes dates que vous pouvez lire en ligne, et puis la date de destruction que vous pouvez lire en colonne. Et l'intersection des deux correspond à la somme de température qui est captée par le couvert selon la date de plantation, la date d'implantation et la date de destruction. Si on prend un premier exemple, je vous ai dit que l'idée c'était vraiment d'augmenter, je dirais, la période de présence, et pour ça il y a deux façons de faire. Soit on l'allonge, je dirais, par la fin, en retardant potentiellement la date de destruction, soit on l'allonge par le début, en anticipant potentiellement les dates de semis. Alors, comment ces deux points-là vont réagir? Donc ici, sur le tableau, vous pouvez voir, donc on prend l'exemple, par exemple, un semis du 8 septembre, avec une destruction, globalement 2 mois après, au 9 novembre, on intercepte, on va dire, 740 degrés jour. Si maintenant on se dit, ça fait court et le couvert est peu développé, et je vais essayer de le maintenir plus tard en végétation, et si on veut augmenter par exemple la période de production d'une quarantaine de jours, ce qui nous pousse une date de destruction non plus le 9 novembre, mais plutôt le 19 décembre, on s'aperçoit ici qu'on vient gagner, je dirais, 200 degrés jour. On fait globalement fois 1,3 la quantité de température accumulée, et donc je dirais d'autant quasiment la production de biomasse. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait faire éventuellement en allongeant la durée du couvert plutôt par la fin. Et maintenant, si on essaie de l'allonger par le début, donc on détruit toujours notre couvert le 9 novembre. Par contre, au lieu de le semer le 8 septembre, on va plutôt le semer le 30 juillet. Donc réellement, je dirais à la fin de la moisson, au plus vite après. Et là, on s'aperçoit qu'on passe de 740 degrés jour à quasiment 1430, ce qui fait grosso modo x2 en termes de somme de température. Et donc, on comprend très vite à ce niveau-là que la biomasse qui va être accumulée également pendant ce laps de temps-là, qui est en partie liée à la somme de température, va quand même être beaucoup plus importante si on allonge le cycle, ou la durée de présence du couvert par le début plutôt que par la fin. Traduit en biomasse, c'est un essai qui avait été réalisé donc, au sein de Ceresia en 2016, où on avait comparé le même couvert à base de moutarde d'avoine vesse, implanté à 4 dates différentes, donc le 25 juillet, le 5 août, le 15 août et puis les premiers jours de septembre, grosso modo. Et vous vous apercevez que globalement, dès lors qu'on va produire avant le 15 août, on a des productions de biomasse qui restent plutôt importantes, notamment le 25 juillet et le 5 août. Et dès lors qu'on passe cette date fatidique, entre guillemets, du 15 août, on voit que la production de biomasse s'effondre pour arriver à peine à 1 tonne de biomasse pour un semis du 25 août. Donc ça illustre tout à fait le fait de pouvoir anticiper les dates de semis au maximum pour aller gagner, je dirais, potentiellement plus de degrés jour pour aller chercher plus de biomasse. Alors je parle de date de semis, il s'entend bien que c'est aussi la date de levée qui va être conditionnée et qui va conditionner aussi cette somme de température accumulée. Effectivement, si on n'a pas d'eau pendant 15 jours après la moisson, effectivement le couvert va plutôt peiner à se développer. Il y a aussi un facteur eau qui va jouer sur la vitesse de levée. Malgré tout, plus on va se mettre tôt, plus on a de chance également, je dirais, d'avoir de l'eau sur la durée du cycle du couvert. Donc voilà, ça fait justement le lien avec le contexte. Donc anticiper les dates de semis, effectivement, c'est plutôt une première idée. Par contre, on va arriver dans un contexte qui n'est pas forcément, je dirais, très facile pour faire lever, parce qu'on va être en période plutôt de sécheresse. Quand on voit les 3 dernières années, on a quand même plutôt du sec en post-moisson. Et puis également, on va gérer potentiellement une grande quantité de résidus non décomposés, donc les pailles, qui vont rester en surface au niveau du sol. Et ça peut potentiellement générer un frein, je dirais, à l'implantation et à la qualité de levée au niveau des couverts. Donc la question, c'est comment on peut faire, dans un premier temps déjà, pour essayer de conserver l'eau au maximum au niveau des parcelles, pour éviter finalement les phénomènes d'évaporation et de pouvoir bénéficier du maximum d'eau au niveau de la levée. Alors, il y a différentes actions qui sont classiquement menées, notamment les déchaumages. Alors, il faut savoir que quand vous allez déchaumer, c'est ce qui est expliqué sur le graphique que vous avez à droite au niveau de l'écran, la petite barre bleue qui est tout à fait à droite, on voit très bien que dès lors qu'on vient de déchaumer le sol, on perd très vite en termes d'humidité. On vient de dessécher le sol quand on va venir travailler. Alors, c'est plutôt un élément qu'il faudrait éviter si on veut, je dirais, préserver l'humidité.
Un deuxième élément qui peut être important à réaliser quand on veut conserver de l'humidité, c'est essayer de faucher, je dirais, le plus haut possible. Et on voit très bien également sur le graphique, hein, si on vient comparer les barres rouges et les barres bleues. Alors, quelle que soit la date de semis, la date de mesure, qu'on soit 15 jours après récolte ou 20 jours après récolte, c'est notamment vrai 15 jours après, on voit quand même qu'on a 3% de plus d'humidité dans le sol quand on a laissé des chaumes hautes par rapport à quand on a laissé des chaumes plutôt basses. Alors, vous allez dire 3 points, c'est pas forcément énorme. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'en fait, la plage d'humidité au niveau des sols, elle s'étale dans le type de sol qui avait été ici, entre 25% et 10%. Donc, ça fait finalement 15 points de variation et on vient jouer à 3 points. Donc, on vient jouer à 20% d'humidité finalement en plus disponible pour la plante en gardant des chaumes plutôt hauts et on est là bien 15 jours après récolte. Si on vient se rapprocher en termes de date par rapport à la récolte, le phénomène est d'autant plus important. Donc, plutôt, je dirais un avantage si on veut conserver l'eau à garder les pailles hautes. Le graphique qui est ici hein, à droite l'explique très bien. On met en relation le nombre de tiges qui va être dressé par rapport au sol avec l'évaporation, je dirais, qui se passe au niveau du sol. Et puis les 3 courbes qui sont présentes représentent 3 hauteurs de chaume. Donc le premier, c'est des chaumes de 10 cm. La deuxième courbe, 0,3 à 30 cm et à 0,5 à 50. Et plus, je dirais, on va être haut au niveau du graphique, plus potentiellement l'évaporation est importante, donc plus on va perdre rapidement de l'eau. Donc on voit déjà que les 3 courbes se superposent quasiment, se positionnent plutôt très bien. Donc les chaumes à 10 cm évaporent plus vite que des chaumes à 30 ou à 50 cm. Et puis on a également un effet de la densité de plantes présentes, ou d'anciennes plantes présentes au mètre carré, où plus on va avoir de tiges finalement restantes au niveau du sol, plus l'évaporation va être faible. Donc ça, c'est également un point important. Préserver des chaumes hautes, ça peut permettre également, si vous êtes plutôt derrière sur un semis en type semis direct à disque au niveau du semis du couvert, ça va également permettre de faciliter le passage du disque et de ne pas créer de phénomène de hairpinning, de passement de paille dans le fond du sillon qui mettrait en difficulté au niveau de la levée. C'est ce qu'on va expliquer ici. Hein, vous allez voir les 4 graphiques, les 4 petits dessins qui vont apparaître vont imaginer un petit peu la différence de comportement qu'on a entre un semoir direct à disque droit, un semoir en semi direct à disque plutôt incliné, donc type weaving, hein, pour ne pas le nommer, un semoir SD à dents et puis un semoir, on va dire TCS, ou un déchaumage avec derrière un semi rotatif semoir ou des choses de ce niveau-là. Donc si on prend le premier schéma, donc un semis avec un disque droit, vous risquez, avec une présence de paille suffisamment importante au niveau du sol, de finalement aller pincer la paille dans le fond du sillon. En fait, le disque, en passant, va venir comprimer la paille au niveau de la terre et la paille va se trouver entraînée dans le fond du sillon. Et derrière, vous allez poser la graine et il y a un taux de perte au niveau de la levée qui peut être potentiellement important. Alors que quand on va venir travailler avec d'autres formes de disques, on va être sur des choses qui vont être beaucoup moins restreintes. Si je prends par exemple le disque incliné, là la force qui va être exercée par le disque au niveau de la paille est plutôt, on va dire, une force oblique qui fait qu'on va avoir tendance à soulever un petit peu la paille qui va être présente et on a au final beaucoup moins de paille dans le fond du sillon. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'un disque droit, et finalement on va avoir un contact terre-graine bien meilleur, ce qui va favoriser la levée. Ensuite, si je prends un système à dents, donc la dent, on va avoir un système complètement inverse, c'est-à-dire que la dent va travailler par soulèvement au niveau du sol, on va venir faire un petit effet un petit peu chasse-débris, et donc va complètement enlever la paille du sillon, et la graine va être posée dans le fond, du passage dedans. Le petit souci qu'on peut avoir à ça, et on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va déplacer un petit peu, on va déplacer de la terre, et quand on déplace de la terre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vient de dessécher. Donc, on a tendance à dessécher un petit peu plus le sol, et notamment le rayon, en travaillant avec une dent par rapport à travailler avec un disque. Malgré tout, on a un contact et un meilleur positionnement de la graine au niveau de la fraîcheur, au niveau du sol. Il y a un contact de la graine qui va être bien meilleur. Et si on se place maintenant en TCS, où là, donc, vous allez brasser et mélanger de la terre et de la paille, hein, globalement, en termes de qualité de levée, c'est généralement là qu'on a des taux de levée qui sont les moins intéressants.
Tout simplement parce que vous mettez de la paille en fait, dans un espèce de corps un petit peu creux, où la paille est mélangée avec la terre, la graine vient se trouver dedans et le contact terre-graine peut être parfois très très limite, voire clairement insuffisant, et du coup avoir un taux de perte en termes de plantes levées assez important. Alors c'est d'autant plus vrai que le sol n'est pas roulé, hein, Romain y reviendra tout à l'heure dans la troisième partie du webinaire, sur l'intérêt du roulage, notamment dans ces situations-là pour bien appuyer le contact terre-graine. Si on regarde rapidement en termes de taux de levée, hein, si on se place par rapport à un disque droit, donc là c'est un essai qui a été réalisé à Ombleu, où on a comparé pour deux espèces différentes, donc la Facelli et la Vesse, les taux de levée avec des chaumes plutôt basses, c'est les deux graphiques qui sont sur la gauche, et des chaumes plutôt hauts. Alors si on prend la Facelli, qui est représentée ici en vert foncé, on s'aperçoit que finalement l'écart entre chaume haut et chaume basse n'est pas extrêmement important. C'est en partie lié aussi par rapport à la taille de la graine. C'est des graines, la Facelli, qui sont quand même relativement petites, où on a un taux de perte, je dirais, aussi naturel qui est très très important. Donc ceci explique cela, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément sur des très très grosses différences, je dirais, en termes de hauteur de chaume par rapport au taux de levée. Par contre, si on se place sur la Vesse, qui va être une espèce un peu plus exigeante en termes de qualité de semis, on voit que finalement on divise quasiment, on multiplie quasiment par deux, je dirais, le taux de levée entre des chaumes hautes et des chaumes basses à la faveur de chaumes hautes, sans présence, je dirais, importante de paille au sol, et ce qui procure du coup, avec un semoir à disque droit, un bon contact terre-graine et donc une bonne qualité de levée. Laisser les chaumes hautes, ça a également un avantage, alors qui est plutôt indirect et sur lequel c'est assez compliqué de mesurer, il ne faut pas se le cacher, c'est que ça va réduire également les consommations de carburant lors de la récolte. C'est une expérience qui a été faite par Stocas notamment. C'est le graphique qui est présenté à droite, où on vient comparer différentes hauteurs de chaume, donc de 50 mm à 250 mm, et on a regardé les consommations de carburant, alors soit à l'hectare, soit éventuellement à la tonne de blé récolté. Et on s'aperçoit, je dirais fatalement, que plus on va laisser des chaumes hautes, moins la moissonneuse va être chargée, plus on peut se permettre d'aller éventuellement un peu plus vite. Et donc, du coup, on vient réduire aussi la conso horaire. Et puis, également la consommation par tonne de blé, parce qu'on va aller plus vite. Et donc, du coup, par le même laps de temps, on va engranger et on va monter plus de blé en trémie. Donc, un point important, assez indirect, qu'on oublie souvent, mais qui peut quand même être relativement présent. L'enjeu, il est quand même de 10 litres hectare, donc c'est quand même pas négligeable. On vient réduire de 20% les consommations de carburant en jouant sur la hauteur de fauche. Donc ça peut être quand même relativement conséquent. Par contre, quand même deux petits inconvénients, je dirais, à laisser des chaumes hautes, c'est qu'on va avoir une tendance quand même à restreindre la régulation naturelle des campagnols par les buses, par les renards, où ces prédateurs naturels des rongeurs de nos parcelles vont être perturbés. La bûche qui arrive sur des hauteurs de chaume à 25 cm, elle n'y va pas parce que derrière, globalement, c'est impossible pour elle, elle va se blesser. Donc elle ne fait pas son rôle de prédation. Alors par contre, par rapport à ça, il y a des subterfuges qui peuvent être faits, c'est-à-dire de laisser des chaumes hautes dans un premier temps, venir semer potentiellement au disque droit, et puis derrière de rebroyer, de faucher ou de rouler les chaumes pour rabattre cette hauteur et créer éventuellement aussi un mulch à la surface qui viendra amplifier la préservation de l'eau sur le long terme. Et puis un dernier point, c'est si vous êtes par contre là avec un semis direct à dents, alors lécher des chaumes hautes peut être un problème parce qu'on va avoir tendance quand même à créer un peu moins de dégagement au niveau du entre le bâti et le bâti du canal, du semoir et le sol, ce qui peut entraîner des phénomènes de bourrage ou d'apparition de paquets de paille, comme ça peut être présent, on en voit quelques-uns sur la photo derrière. Donc je dirais que quand on vient semer avec un semoir à dents, la hauteur de chaume, peut-être mieux plutôt faucher bas, parce qu'en plus on va potentiellement aussi recréer un mulch à la surface du sol qui va aider à préserver l'humidité. Et puis finalement, ce phénomène de présence de résidus en surface n'est pas un problème puisque la dent vient travailler par soulèvement et vient faire un petit peu en effet chasse-débris au niveau de la ligne de semis. Donc autre point, quand on est sur un contexte où on veut semer très rapidement après moisson,
c'est qu'on a globalement, et depuis quelques temps de plus en plus, je dirais avec la partie réglementation azote, directive nitrate qui est présente dans de nombreuses régions, c'est qu'on a un azote qui est très souvent limitant en post-moisson parce qu'on a apporté juste ce qu'il fallait à la culture précédente. Alors, sauf éventuellement accident de culture, ce qui peut arriver, mais globalement, l'azote est quand même facteur limitant en termes de production. Donc derrière, ça peut être également un point pour corriger un petit peu ça, c'est soit de l'épandage d'organique, mais plutôt, on va dire, plus tard en saison. Romain y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie de l'intervention, ou maximiser la présence de légumineuses en mélange dans les couverts pour pallier un petit peu ce phénomène de manque d'azote et pouvoir quand même avoir un développement relativement satisfaisant. Donc, ce qu'on peut regarder par rapport à ça, c'est que globalement, on a quand même des conditions de réussite entre des semis de culture principale et des semis de couverts qui sont relativement différents. Alors, quand on parle de culture principale, on peut entendre principalement, je dirais, des céréales d'automne, des céréales ou des cultures de printemps. Malgré tout, de plus en plus, on est aussi dans ces cas-là quand on va vouloir implanter des colzas suffisamment tôt. Donc, tout ce qu'on a pu évoquer là sur la partie couvert, on peut aussi très vite l'extrapoler sur les semis de colza. Et les mêmes conseils peuvent être appliqués en semis de colza. En fait, c'est le semis en période estivale qui peut être problématique, ou des semis de luzerne éventuellement aussi derrière des orges d'hiver récoltées tôt, des choses comme ça. On est typiquement dans ce cas-là. Romain, je te laisse passer la vidéo qui va reprendre un petit peu justement tous ces éléments-là. Donc du coup, c'est moi qui vais poursuivre la présentation avec, on va dire, une partie pour aller plus loin. Donc, tu vois, Pierre Alban, il y a des questions de compréhension, je te laisse répondre le temps que je présente un peu cette partie un peu pour aller plus loin. On avait des questions dans la partie questions, là, sur une toute première question, c'était sur les plages d'humidité par type de sol pour chacune des espèces. J'ai répondu dans les questions que du coup on allait y répondre là maintenant, du coup pour la partie aller plus loin. Donc en fait on a vu qu'il y avait des réponses différentes selon les modes de semis des espèces. On ne retrouve pas les mêmes espèces selon les modes de semis, à la fois en termes de levée mais aussi en termes de biomasse. Et en fait ça s'explique en tout cas en partie par des exigences différentes qu'il peut y avoir entre les espèces pour germer notamment. Donc là c'est des travaux d'Hélène Tribouillois lors de sa thèse, donc c'est des choses qui ont été publiées en 2018. Donc en fait, c'est ce graphe-là par lequel on a résumé les données qu'elle a produites. En fait, il présente les températures optimales de levée et la disponibilité en azote dont a besoin la graine pour lever. Et en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces couverts-là, selon les espèces, on a des espèces qui ont plutôt des températures optimales de levée qui sont variables, autour de 20 degrés pour certaines et puis 35 pour d'autres, et puis des besoins en eau pour germer qui sont aussi également différents. Donc, l'auteur a pu dresser, on va dire, 5 types de couverts. En fait, déjà, une première chose qu'on peut voir, c'est que finalement, ils se classent relativement bien par famille. C'est-à-dire qu'on voit que en haut à gauche du graphique, vous avez les zones où, en fait, en haut, vous avez plutôt les espèces qui vont avoir besoin de beaucoup d'eau, enfin, en tout cas de l'humidité pour germer. En bas, les espèces qui sont plutôt tolérantes à une faible humidité, puis à gauche, les espèces qui ont besoin de températures plutôt fraîches, et à droite, des espèces adaptées aux températures plus élevées pour germer. Donc on voit déjà en haut, finalement, on a un classement qui se fait un peu par espèce, qu'on voit que les légumineuses, elles ont globalement plutôt besoin d'humidité et de fraîcheur. Donc là, c'est le premier groupe. Dans un groupe, il y a la facélie en plus, mais il y a la veste velue, la veste commune, la févrole, le pois fourragé, le sainfoin, le lupin. Après, vous pouvez aller voir dans la publication, il y en a plein d'autres. On vous a mis un peu celles qui étaient les plus utilisées en matière de couvert. Donc, ça, ces espèces-là qui ont déjà, en fait, on a déjà un premier tri sur les besoins en humidité et en température. Donc, il faudra les mettre dans des conditions fraîches et humides pour que ça germe au mieux, quoi. Ensuite, on a des plantes qui ont toujours besoin de beaucoup d'humidité, mais qui sont relativement adaptées à des températures élevées. Donc là, on parle vraiment de germination et pas de croissance, quoi. Là, du coup, vous avez l'avoine rude, l'avoine de printemps, et puis les raies gras et la camine, qui sont parmi. Bon, il y en a encore d'autres dans la liste, mais je vous laisserai voir.
Donc on a un deuxième groupe là qui sont humidité et chaleur. On a au milieu de tout ça, on a un deuxième groupe là qui sont humidité et chaleur. On a au milieu de tout ça les plantes, on va dire entre guillemets, qu'on a nous appelées tropicales, donc Niger et Moa, donc des choses qui sont plutôt adaptées, qui ont déjà une température de base qui est déjà plus élevée. Donc c'est pour ça que ça forme un groupe à part entière. Et avec des besoins avec une température optimale autour de 30 degrés. Ensuite, on a un quatrième groupe qu'on va dire classifié un peu de plantes un peu tolérantes qui vont aller, qui ont des températures optimales sur une plage, on va dire, relativement moyenne, et puis qui sont dans la gamme de celles qu'on peut observer en interculture, mais qui ont des besoins plus en eau, qui sont plutôt en moyenne plus faibles que, par exemple, le premier groupe ou le deuxième. Donc là-dedans, on a la plupart des espèces. Donc on a quelques légumineuses, notamment les trèfles d'Alexandrie, trèfle incarnat, veste du Bengale, donc, puis le fenugrec aussi, mais qui est un peu moins utilisé. Et donc, vous avez ces légumineuses-là, et puis ensuite, on a la plupart des crucifères, donc les moutardes blanches, moutardes brunes, et puis la roquette. Donc, et enfin, on a un cinquième groupe qui est celui, on va dire, on a appelé ça conditions difficiles, c'est les espèces qui sont les plus adaptées à la fois aux températures élevées et aussi à la faible disponibilité en eau. Donc, ça va être navette, seigle forestier et radis fourragé. Donc aussi, pour info, l'axe en fait de la disponibilité en eau, lui, il exprime globalement un stress, ou une disponibilité en eau, et c'est pas forcément lié au type de sol. Cette grandeur-là, en mégapascal, elle va varier, quoi. C'est globalement plutôt peu d'eau disponible, et en haut, plutôt beaucoup d'eau disponible. Après, l'humidité en elle-même, elle va forcément varier en fonction du type de sol. Donc en fait, on a vu qu'il y avait des espèces qui étaient plus ou moins adaptées, on va dire. Il y a des espèces adaptées aux conditions chaudes et sèches, et d'autres qui demandent plutôt des conditions humides et fraîches. Donc en fait, mais aussi en fait, l'itinéraire technique qu'on va mettre au point pour implanter ces couverts, il va lui aussi impacter les conditions dans lesquelles on met la plante pour germer. Donc c'est pour ça qu'il y a une réponse différente des plantes selon l'itinéraire technique qu'on met en place. C'est-à-dire qu'il y a des itinéraires techniques qui permettent de garantir une meilleure humidité et d'autres qui ont tendance plutôt à sécher le sol. Donc on le voit bien sur ce graphique-là, vous voyez là à gauche. Vous avez l'évolution de l'humidité dans la couche, dans le lit de semence, encore une fois, donc c'est comme pour le graphique précédent. Vous voyez l'humidité dans le lit de semence, donc avec la gamme, vous voyez les traits pointillés, c'est l'humidité au point de flétrissement permanent, et le pointillé du haut, c'est l'humidité à capacité au champ. Donc là, on a les plages de disponibilité pour une plante. Donc au final, on voit bien que il y a globalement un itinéraire technique qui est le semi-direct Adam, qui permet donc d'avoir une bonne humidité au niveau du lit de semence, et tous les autres, ils ont globalement plutôt asséché le sol. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cet assèchement du sol rapide et intense, il est fortement lié à la quantité de terre qu'on va bouger pendant la plantation. Et finalement, à la fois, il y a, comment dire, quand on réalise un travail du sol en interculture, il y a un effet d'assèchement. On le voit tout de suite après, on l'a vu tout au début de la présentation, quand on vient d'échaumer avant d'implanter son couvert, on va dessécher tout de suite le sol, mais aussi on le sensibilise au dessèchement par la suite. On le voit bien là sur ce graphe, c'est-à-dire qu'on part d'une situation relativement sèche, tout se réhumecte à la faveur de pluie qu'il y a eu autour du 15 août, et ensuite ça se redessèche, plus ou moins selon les différentes modalités. Donc il y en a une qui résiste globalement mieux que les autres à cet assèchement, et on voit bien que du coup, l'itinéraire technique, lui, il a un impact à la fois sur la quantité d'eau au moment du semis, mais aussi sur sa conservation tout au long de la plante. Et on voit que cet effet de l'itinéraire technique, il perdure jusqu'à un mois après le semis du couvert. Et ensuite, il y a la technique qu'on utilise pour semer, mais il y a aussi, Pierre Alban en a un petit peu parlé tout à l'heure, on a introduit un peu le sujet, c'est sur le roulage. Et en fait, on a un intérêt du roulage plus ou moins important selon... donc là, vous avez un graphe sur le taux de levée moyen de différents itinéraires techniques avec ou sans roulage. Et cet effet-là, il est variable selon le mode de semis qu'on va utiliser et selon aussi, on va dire, la grandeur à laquelle on s'intéresse. C'est-à-dire qu'on voit globalement qu'il n'y a pas d'effet du roulage sur le taux de levée final du couvert. C'est-à-dire qu'on voit que là, sur le graphique, le sous-graphique de droite, les levées au 28 août, globalement, les modalités avec roulage et sans roulage ont globalement les mêmes peuplements, alors que finalement, au 17 août, on avait une différence entre roulage et non-roulage. Donc au final, on va jouer plutôt sur la vitesse de levée que sur la levée finale. Mais aussi, en fait, cet intérêt du roulage, il a un intérêt uniquement pour les itinéraires techniques qui ne permettent pas d'avoir un bon appui. Donc déjà, tous ceux avec un seul déchômage, ou le pire, c'est vraiment le TCS, globalement, un travail vraiment uniquement superficiel, et un seul semis, par exemple, au semoir à céréales, sans vraiment de appui, quoi.
Donc là, il y a un intérêt du roulage. Pour les itinéraires techniques où finalement on a un bon outil, enfin un outil adapté qui permet de faire du rappui en conditions qui sont celles de l'interculture, c'est-à-dire avec un lit de semences globalement sec, où on a quand même un bon rappui, ben finalement, il n'y a pas trop d'intérêt à rouler dans ces cas-là. Et ensuite, on a, ce qu'on voit globalement, c'est que si on veut limiter, on va dire, le nombre d'interventions en interculture pour avoir une levée satisfaisante du couvert, on a plutôt tendance à avoir besoin de matériel spécifique pour semer en conditions sèches, notamment des semoirs de semis direct. Tout ce que vous avez vu jusqu'alors, on a tendance à dire que bah, finalement, on va dire que finalement, ces semoirs de semi-direct ont plutôt un avantage par rapport aux itinéraires techniques qu'on voit habituellement dans la plaine, un double déchômage plus mis aux semoirs à céréales ou aux de limbe. Finalement, on a plutôt tendance à favoriser, à dire que ces itinéraires techniques-là ont un avantage. Mais finalement, il n'y a pas que ce type de contraintes, que les contraintes climatiques, c'est-à-dire d'arriver à semer dans un sol sec ou en conditions de forte température. Il y a aussi d'autres contraintes qui expliquent qu'on sème avec 2 déchômages et un semis classique. C'est finalement des coûts du matériel spécifique, c'est-à-dire qu'utiliser un semoir de semis direct uniquement pour des couverts, ça n'a pas forcément peut-être de sens selon le nombre d'hectares que l'on fait, selon le matériel qu'on utilise. Et puis aussi, finalement, on n'a pas forcément la disponibilité de la main-d'œuvre pour réaliser ces interventions juste après la moisson, parce qu'il y a d'autres chantiers, d'autres semis à réaliser, ou aussi, par exemple, des épandages de matière organique, ou des semis de colza, ou des récoltes de paille. Et c'est pour ça, en fait, finalement, vis-à-vis de ces deux autres contraintes sur l'implantation des couverts, qui sont le coût du matériel spécifique pour semer un couvert rapidement et avoir une levée précoce, et aussi la disponibilité de main-d'œuvre. On a un peu parlé au tout début du webinaire, on a cherché dans le cadre du projet, à identifier des pratiques qui sont triplement performantes, c'est-à-dire que permettent de produire des couverts performants à un coût modéré et aussi comment dire, qui permettent de limiter, on va dire, le temps de travail ou faciliter, on va dire, vis-à-vis de la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une traque aux pratiques innovantes en 2017 et 2018. Et donc, avec un premier axe, déjà une première solution, c'est des solutions pour accéder à du matériel performant ou du matériel spécifique à moindre frais pour implanter ces couverts. Donc, autrement que de passer par forcément l'achat d'un matériel spécifique pour semer ces couverts. Donc, on a identifié, en fait, ce travail de traque aux pratiques innovantes, il nous a permis d'identifier et aussi d'évaluer, on va dire, ces différentes solutions plus ou moins innovantes selon celles qu'on considère, pour semer nos couverts. Donc, il y en a une première, c'est louer ou proposer à la location son matériel de semis, donc pour rentabiliser son semoir de semis direct en principe, pour le rentabiliser sur un plus grand nombre d'hectares et puis diminuer le coût pour ses propres couverts. Également, avoir recours à la prestation de service, parce qu'on a identifié, on va dire, un gain assez important, du coup, déjà, dans un premier temps, en matière de main-d'œuvre pour l'implantation des couverts, mais aussi en termes de couverts produits, mais aussi de gains économiques. Acheter du matériel en commun, bon, ça c'est plutôt connu. Et puis enfin, autoconstruire son matériel de semi-direct. Donc là, les 3 premières propositions, on vous a mis un tableau comparatif des différents matériels qu'on a rencontrés, différentes solutions qu'on a rencontrées dans le track de la pratique innovante. Bon, on n'a pas fait l'étalage de tout ce qui existait, mais on a utilisé quelques exemples pour vous montrer un petit peu à la fois les gammes de prix et puis ce que ça prenait en compte. C'est-à-dire qu'il y en a finalement l'achat en commun ou la CUMA, on a un matériel à mettre dessus et d'autres on n'a pas de matériel, donc le coût évolue. Mais finalement, on doit quand même mettre le bonhomme sur le matériel. Donc on a un gain économique, mais on n'a pas de gain organisationnel parce qu'il faut quand même semer les couverts soi-même, mais enfin, on a en dernier recours la prestation, donc sur les 2 dernières colonnes du tableau, où finalement, pour un coût légèrement, du coup plus élevé en général, vous avez du coup le carburant et le bonhomme en plus. Donc là, vous avez les différentes solutions d'accès à ce matériel performant. Et donc, vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va dire, les coûts qu'il y avait dans la vidéo. Donc, vous pouvez vous comparer un petit peu. Finalement, on se rend compte que ces matériels, ces solutions, on va dire, d'achat, l'utilisation en commun de matériel spécifique, finalement, on arrive à être économiquement plus performant qu'un semis classique, double déchômage et de limbe, qui finalement a l'impression d'être beaucoup moins cher. Et finalement, on va cramer beaucoup plus de fuel et on va aussi y passer beaucoup plus de temps. Donc voilà, une autre solution dont on a parlé, c'est l'autoconstruction de semoirs. Donc là, on en a identifié plusieurs et on a essayé d'évaluer un petit peu
voilà, ces différents matériels, d'un point de vue surtout économique et organisationnel, puisque finalement, sur la réussite des couverts, on a surtout fait confiance à l'agriculteur, puisque s'il continue d'utiliser son smart de semi-direct fabriqué maison, c'est qu'il y trouve un intérêt et que ces couverts étaient notamment améliorés par l'usage de ce matériel-là. Donc, on en a identifié tout un certain nombre. Là, vous avez 2 photos sur des modèles qui sont globalement différents. Donc, un premier à gauche, c'est plutôt des socs, on va dire plutôt scalper, pas très larges. Mais donc, on a une fonction scalpage un petit peu plus pour nettoyer un peu les chaumes, mais une moindre conservation de l'eau, et puis des outils différents derrière. Et enfin, sur la droite, vous avez plutôt une conception avec d'amphines et distribution mécanique. Donc là, vous avez vraiment deux semoirs plutôt différents, mais avec la même fonction, donc semer des couverts en interculture. Et donc, voilà, vous avez un tableau comparatif de 4 exemples qu'on a retenus pour vous montrer en fait la diversité qui peut exister. Finalement, dans les choix des types de socs, dans le choix des types, donc vous avez soit des dents, je vous l'ai dit, scalper ou dans fines, les largeurs qui peuvent être très différentes d'un usage à l'autre, des conceptions différentes, soit en portée, soit en semi-portée, des distributions qui peuvent être pneumatiques ou mécaniques, et puis du coup des investissements qui peuvent être très différents, puisqu'on a des choses autour de 10 000 euros, et puis des choses autour de 2 500 euros d'investissement pour l'agriculteur. Mais au final, on retrouve que finalement, on a des performances d'un point de vue organisationnel et de coût qui sont globalement les mêmes. On arrive à semer autour d'une quinzaine d'euros de l'hectare, entre 10 et 17 euros de l'hectare pour ces agriculteurs, et avec des débits de chantier qui sont relativement similaires entre tous ces outils. Donc finalement, on a des caractéristiques différentes, mais globalement, on arrive toujours à semer, on va dire, pour le même coût et à la même vitesse. Donc voilà. Et du coup, pour ces agriculteurs-là, donc ces 4 types de semoirs, dans leur cas, on a identifié, on a évalué leur gain de temps et le gain, on va dire, économique qu'il y avait à l'autoconstruction de leur semoir. Donc hors investissement, c'est vraiment les charges qui sont liées, les comparaisons de charges entre leur itinéraire technique qu'ils faisaient avant d'avoir leur semoir autoconstruit et puis les charges qu'ils ont actuellement. Donc on a un gain économique qui est plus ou moins, on va dire, variable selon l'itinéraire technique qu'ils avaient déjà de base, s'ils faisaient déjà des couverts, on va dire, performants, puisqu'il y avait des gens, ils étalaient des couverts à la volée sur chaume, par exemple. Ceux-là, ils avaient déjà des coûts faibles. Ils n'ont pas amélioré forcément l'efficacité économique du SMIC couvert, mais ils ont des plus beaux couverts que par le passé. Et puis, on a aussi quantifié le gain de temps. Donc là, c'était plutôt, on va dire, grâce à leurs données sur leur débit de chantier et puis le matériel utilisé. Donc là, dans tous les cas, on a des gains de temps qui sont importants et puis des gains, on va dire, économiques qui sont plutôt variables. Ça passe quand même. Et enfin, donc, on a travaillé donc une première partie au travers de cette track opérativement sur l'accès à ces matériels performants pour semer des couverts. Mais aussi, on a aussi identifié des pratiques qui réorganisaient, on va dire, entre guillemets, profondément les interventions réalisées en interculture. C'est-à-dire qu'au lieu de finalement de semer une autre stratégie plutôt que de dire je vais avoir accès à du matériel performant pour lever les freins économiques et organisationnels au SMIC couvert, ben, je vais réfléchir différemment mes implantations de couverts. Et un exemple qu'on vous a développé, c'est le semis à la volée dans le précédent. C'est-à-dire comme je n'ai pas le temps de semer en post-moisson, je vais essayer de semer avant. Et donc c'est le principe de cette technique, c'est dépendre des semences de couverts avant la récolte de la céréale. Et puis les semences, elles seront recouvertes lors de la récolte ou par le mulch de paille, et puis on laisse comme ça et on laisse lever. Donc ça présente l'avantage d'avoir un semis précoce du couvert, donc là c'est le plus précoce qu'on peut. Et puis on peut utiliser aussi des nouvelles espèces parce qu'on a accès à une nouvelle gamme, une nouvelle date de semis. Finalement, on sème beaucoup plus tôt, donc on va valoriser les degrés jours d'espèces qui ne sont pas forcément pertinentes en post-moisson, notamment certaines légumineuses. Et puis ça permet surtout de décaler l'échantillon au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, les couverts sont semés. Et par contre, ça a quand même quelques inconvénients, c'est qu'on ne peut pas lutter contre les vivaces et puis faire des faux semis pour les dicotes à levée estivale. C'est mieux de restituer les pailles, et puis voilà, une contrainte, c'est de parvenir à épandre les graines sur la largeur souhaitée. Mais ça, après, tous ces sujets-là, on va en parler la semaine prochaine dans le webinaire, parce qu'on a travaillé, on va dire, sur un peu tous ces sujets-là, les avantages et les inconvénients de cette technique, au travers de réseaux d'essais qu'on a mis en place sur le semis à la volée dans le précédent. Et donc ça, c'est plutôt les résultats et les conclusions à présenter la semaine prochaine. Donc là, c'est pour vous donner un peu un avant-goût des choses. Donc voilà, moi, j'ai plutôt fait la nuit pour la partie pour aller plus loin. Donc, Pierre Alban, si tu peux réactiver ton micro, on va pouvoir passer un peu aux échanges. Donc, si vous avez des questions, surtout, je rappelle, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser. Parce que là, du coup, on va pouvoir un peu échanger dessus. Il y a eu quelques petites questions là, sur la hauteur de chaume, mais on y a un peu répondu dans
dans le chat directement. Mais voilà, si vous avez des questions, surtout, voilà. Je sais pas. Jérôme, si tu peux activer ton micro et ta caméra, tu nous serviras de modérateur. Oui, oui, bonjour à tous. Voilà. Ouais, donc en termes de questions, une première question qui a recueilli beaucoup de votes, plutôt une compréhension sur un graphique. C'était donc Frédéric Béraud qui demande, voilà, il me semble qu'il y a une erreur dans le graphe semis et humidité. Il s'interroge sur le fait que le semoir direct à dents dessèche moins. Effectivement, je permets de me répondre, j'ai vérifié pendant que Romain en parlait. Il y a une inversion sur le graphique dans la légende entre le semis direct à disque et le semis direct à dents. Le bleu étant le semis direct à dents et le violet le semis direct à disque. Ouais, c'est bizarre aussi quand je l'ai dit, mais bon, moi j'ai fait confiance au graphe. Ouais, non, il y a eu, je sais pas à quel moment il y a eu une erreur, bon, c'est tout. Enfin, c'est... Ouais, bah du coup c'est bien. On vous prie de nous excuser de ça. Ouais, non, mais c'est parce que la conclusion sur le côté est bonne, mais ouais. On fera une modification de toute façon pour la présentation qui sera sur la page. Vous pourrez retrouver en fait les webinaires, le replay, tout ça sur le site du coup que vous avez découvert juste avant dans l'introduction du webinaire. Il y aura donc la vidéo et puis les supports qui seront aussi disponibles. Du coup, on fera la correction. Et puis voilà. Je ne sais pas si on pourra faire la correction au montage sur la vidéo. On verra bien. Ça va être compliqué. Oh, tout est possible. Donc ensuite, une autre question un peu en lien avec la réglementation. Peut-on fertiliser une SIE avant la date de présence obligatoire? Alors sur la réglementation SIE, de mémoire, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation. C'est une interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, donc qui en interculture de toute manière est quand même très très limitée. Oui, c'est possible pour moi. Par contre, le seul frein, c'est qu'effectivement, c'est une fertilisation organique obligatoire. Tout ce qui est couvert, alors on va voir, hein, c'est avec la région dans laquelle vous êtes, mais tout ce qui est région de France globalement, toute la partie fertilisation minérale est très restreinte. On doit avoir le droit, mais à très peu d'unités au final. Le mieux, c'est de fertiliser en organique. Et après, au niveau organisation, c'est ce que disait Romain. Ce qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire, c'est peut-être épandre vos organiques une fois que le couvert est semé et en place et suffisamment développé. Donc plutôt sur une période de, on va dire, septembre, quand le couvert commence à prendre un petit peu d'ampleur. Ça vous permettra notamment de gagner du temps à l'implantation et en décalant ce type de chantier. De même que le chantier de fissuration, éventuellement, si besoin il y a, peut être décalé à une date après le semis, quand le couvert fait une petite dizaine de centimètres. La seule limite, c'est qu'il ne faut pas que vous voyez globalement où vous passez quand vous faites l'intervention. Pour pas non plus détruire le couvert. Et voilà, c'est plein de petits leviers que vous pouvez actionner en termes d'organisation. Tout ça dans l'objectif de venir précocifier vos dates de semis. Et donc, on espère les dates de levée également, tout en desséchant pas le sol pour permettre une levée assez rapide. Très bien. Donc, question suivante. À quelle dose étaient semés les radis? Pour revenir sur il devait y avoir 3 ou 4 kilos de radis, je crois, moi. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais dit aussi, mais il faudra voir sur la vidéo. C'est marqué normalement sur le. Non, peut-être pas assez vite, mais le camembert, oui. C'est ce qu'il faut. Il y avait l'équivalent de croix c'était une trentaine de pieds de radis au mètre carré. Visé. Donc, à remettre en rapport avec le PMG, oui, c'est ça, ça nous fait 3-4 kilos. 3 kilos. Donc, question suivante. Que pensez-vous d'un passage de herse à paille avant le semis du couvert, mise en suspension de la paille coupée et éclatement des tiges? Alors, sur cet aspect-là, effectivement, la herse à paille peut être un avantage, mais alors, sur la qualité de levée du couvert en tant que tel, je ne sais pas si ça joue beaucoup. Par contre, là où ça peut jouer, effectivement, c'est sur peut-être la répartition de la paille également, ou notamment si la herse à paille est passée un petit peu en travers. On a tendance à niveler éventuellement un petit peu la paille par rapport à des phénomènes d'endrin qui pourraient être inhérents à la moissonneuse ou aux conditions de récolte, dès lors qu'on va récolter avec du vent. On sait qu'on a, notamment avant latéral, on sait qu'on a très vite tendance à faire un petit peu d'endrin
ou faire des petites zones d'amas de paille et des zones où il n'y a pas de paille. Donc l'air à paille peut permettre justement de niveler un petit peu ces effets-là et d'avoir au final une qualité de semis qui est relativement homogène. Et puis surtout, l'avantage derrière, c'est que ça peut aussi accélérer un petit peu les dégradations des pailles par la suite. Et également, un point qui peut être important, c'est sur la lutte contre les mulots, de limiter aussi le développement des rongeurs par une perturbation de leur zone de passage. Je vais dire, un mulot, ça suit toujours globalement les mêmes voies. Et dès que vous venez les brouiller un petit peu, ils sont un peu perdus. Et on sait que ça limite aussi les populations. Donc l'air sapaille, oui, peut être un avantage sur les différents éléments. Pourquoi pas. Donc ensuite, question suivante. Alors, ouais, plutôt un commentaire, un complément. Voilà, en bio, nous semons des trèfles avec RC-Tri plus semoir sous couvert de céréales au stade talage montaison. Oui, alors c'est des techniques qui sont assez développées en bio. La difficulté de le faire en conventionnel, c'est qu'en fait, derrière, on risque d'avoir des cultures qui vont étouffer les trèfles qu'on aurait pu semer, parce que la densité, la biomasse produite par la culture principale va être tellement importante que ça va limiter la lumière qui arrive au sol, et donc un risque soit de perte, je dirais, de pied, soit carrément ou d'étiolement au niveau des trèfles. Problème qu'on n'a pas forcément en bio, parce que les biomasses produites sont quand même plus faibles, et donc plus de lumière qui arrive à rester au sol. Donc les trèfles s'en sortent globalement, je pense, un peu mieux dans ces systèmes-là. Mais oui, c'est des choses qui tendent à être regardées. Ouais. Et du coup, pour faire rebondir un peu ce que tu disais, Pierre-Alban, c'est un peu aussi sur cette réflexion-là que sur les semis à la volée dans le précédent qu'on a travaillé. On essaie plutôt de se rapprocher de la date de récolte de la culture principale pour semer. C'est parce que finalement, il y a le risque de levée et d'étiolement dans le couvert, quoi. Enfin, dans la culture principale en place. Voilà, question suivante. Donc, le mulch de paille au-dessus des semences ne limite-t-il pas la possibilité de humecter les graines de couvert qui se retrouvent au-dessous? Là, je pense que j'ai vu arriver la question, c'était sur les semis à la volée dans le précédent. Non, pas vraiment, en fin de compte. Enfin, on voit que, oui, il y a quand même un peu d'interception par le mulch, mais de toute façon, quand on sème classiquement, il y aurait. Le sol jouerait le même rôle, en fin de compte, mais le mulch, il a quand même l'avantage de protéger un petit peu quand même contre les coups de chaud et contre les coups contre la lumière. Donc, finalement, c'est pas mal qu'il soit là, quoi. On a pu, dans nos essais, on a comparé, on va dire, ces semis à la volée avec ou résidus exportés ou résidus laissés. C'est quand même mieux avec le mulch de paille. Donc, même s'il consomme un peu d'eau pour se réhumecter, il est quand même intéressant pour d'autres raisons, quoi. L'avantage aussi, c'est qu'il fait un petit peu parapluie et qu'il limite aussi, il réduit la température à la surface du sol, ce qui va limiter l'évaporation du sol, enfin, de l'humidité qui pourrait être présent dans le sol. Donc les deux facteurs sont aussi importants. Hein. On va préserver aussi l'humidité résiduelle qu'il peut y avoir post-récolte, si faible soit-elle, mais on va pouvoir la préserver. Alors, question suivante. Est-ce que les conclusions sur la hauteur de coupe sont les mêmes pour des couverts semés après des cultures autres que céréales à paille? La difficulté qu'on peut avoir, c'est... Enfin, je vois pas très bien qu'il y a, mis à part des poids éventuellement, mais là, la hauteur de chaume en poids, de toute manière, elle est limitée. Colza aussi, effectivement. Après, il y a quand même peu de couverts globalement qui sont semés après colza dans les rotations qu'on connaît. En général, ça repart du fer en blé. Donc. Mais les conclusions peuvent être potentiellement les mêmes, effectivement. Alors, pas forcément sur la partie préservation d'humidité, parce qu'un chaume de colza, voilà, il n'y a pas beaucoup non plus une densité de plantes au mètre carré hyper importante. Mais sur la gestion campagnole, oui, effectivement, ça peut fonctionner aussi. De rabattre les chaumes de colza permet de faciliter la prédation au niveau des souris. Quoi. Ce sera intéressant de voir quand même sur le graphe qu'on a présenté tout à l'heure, là, finalement, l'intérêt des chaumes hauts, il était plus important sur des choses qui étaient plutôt clairsemées que des couverts, enfin que des cultures principales riches en talc, en fait. Donc, je ne sais pas, il faut regarder un petit peu cet effet. Parce qu'en fait, cet effet des chaumes hauts, il est principalement lié au fait qu'on réduit le vent à la surface du sol par la présence de ces chaumes hauts.
Et donc, dans les essais, là, du coup, c'était sur blé, hein, ils ont comparé le nombre de tales et puis l'effet du nombre de tales sur l'efficacité des chaumes hauts par rapport aux chaumes bas, et c'était dans les blés les plus clairs que ça avait le plus d'impact. Donc, après, je ne sais pas, en termes de colza, ça peut donner, quoi. Après, pour les autres cultures, on n'a pas trop le choix sur la hauteur de récolte, hein, le poids, bon. C'est toujours rase, quoi. Ok, question suivante. La gestion de la lélopathie sur la culture suivant le couvert a-t-elle été évaluée dans vos essais? La culture suivant le couvert. Non, on n'a jamais travaillé vraiment sur la lélopathie. Parce que, enfin, bon, après, on a travaillé quand même sur les levées, bon, notamment les essais un peu maïs, on a un peu regardé, mais on n'a pas vu grand-chose. Mais finalement, pour faire une réponse globale un peu sur la lélopathie, c'est toujours difficile de savoir ce qui est du fait de la lélopathie ou finalement la décomposition de matière verte à la surface du sol qui favorise des choses, enfin des prédateurs du semis ou des choses comme ça. C'est toujours une confusion des faits, donc c'est toujours difficile. Enfin, le terme allélopathie, c'est on sait qu'il y a des fois des couverts qui ont un impact plus ou moins. Enfin, la conduite de certains couverts a un impact toujours plus ou moins positif ou négatif sur la levée de la culture suivante, mais de là à dire que c'est de l'allélopathie, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre Alban, mais moi je ne suis pas forcément. Ouais. Je reste interrogatif. Mais c'est pas facile de savoir ce qui est de l'allélopathie et ce qui est de autre chose, en fait. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Après, il y a la partie production de biomasse aussi qui va jouer. Alors, est-ce que c'est de l'allélopathie ou pas? Mais voilà. Mais oui, non, l'allélopathie, c'est toujours très, très compliqué de mettre ça en évidence, notamment en parcelle. Parce que, effectivement, comme il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer. Ça existe, il y a des essais plus compliqués, en conditions contrôlées qui marchent, qui montrent une efficacité, mais en conditions contrôlées, c'est du coup, on se donne les moyens de mesurer l'allélopathie, alors qu'au champ, c'est toujours compliqué. Après, il y a un point là-dessus qui peut être vite confondu aussi, c'est la partie fin d'azote, sur laquelle il faut être vigilant, et ça fait écho en termes de stade de destruction des couverts. Il y a des fois des cultures suivantes qui ne poussent pas bien après un couvert de moutarde, par exemple, trop développé. Alors pour moi, ce n'est pas l'allélopathie, hein, c'est simplement que le couvert trop développé de moutarde pompe de l'azote pour se dégrader, et c'est de l'azote qui n'est pas disponible pour le maïs, et donc du coup, derrière, il peine. Donc il y a aussi ces phénomènes-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors voilà, est-ce que c'est de l'allélopathie ou pas? Pour moi, non, mais c'est souvent, ça peut être très vite confondu, quoi. Donc question compliquée. Et donc nous, on ne l'a pas évalué en tant que tel. Ok, donc il y a une question par rapport au risque de brûlure avec des vinasses sur des jeunes plantules. Oui, enfin, nous on l'a vu, hein, même des plantes plus âgées, des fois d'un couvert assez développé. Selon, il y a aussi une réponse des espèces. Il y a des espèces qui tolèrent bien ce genre de choses, genre le radis. Marche globalement bien avec l'épandage de vinasse sur les radis. Puis il y en a d'autres, c'est pas du tout. Facélie, EVS. Nous, c'est ce qu'on a testé en expérimentation. Enfin, testé, mais ce qu'on a un peu des fois subi en expérimentation, ce qui est arrivé, quoi. Et une question par rapport au semoir. Pour un semoir où les graines sont toutes à la même profondeur, à quelle profondeur semer? VES, radis, facélie. Je pense que là-dessus, il ne faut pas trop se formaliser. Quand on voit les trois espèces qui sont présentes ici, ces trois espèces qui, à la volée avant moisson, arrivent à très bien lever. Déjà qu'elles ne sont pas forcément exigeantes en termes ou trop exigeantes en termes de qualité de semis. Après, c'est un compromis à trouver. Je pense qu'un semis à 1,5-2 cm, pour les espèces qui sont citées là, hein, je précise bien, peut se faire. Un point de vigilance quand même par rapport au trèfle, où là, pour le coup, dès lors qu'on vient descendre en termes de profondeur de semis, on perd de façon assez importante en termes de qualité de taux de levée. Donc, dès lors qu'on a des trèfles, je conseillerais grand maximum 1,5, on va dire 1,5 cm. Plus profond, après, on risque d'avoir un taux de perte assez important. Et donc, pas forcément être satisfait du couvert qu'on a voulu implanter. Dernière question. Pourquoi ne pas semer à la volée fin mai et couper haut pour espérer la levée avec les pluies de juin? Ça pouvait être une bonne idée, on l'a testé, ça, pas l'association si un petit peu, mais c'est pas fin mai, c'était plutôt fin juin. Et on a testé aussi le fait de couper haut avec ces semis à la volée, et en fait, c'est pas forcément une bonne idée parce que
On voulait garder l'humidité en se disant que l'humidité serait vraiment le facteur vraiment le plus limitant pour les semis à la volée précédent. Mais en fait, le mulch, il joue vraiment ce rôle de protection vis-à-vis de la lumière et de la température. Enfin, pour moi, c'est un peu l'explication que j'en ai, ce qui fait qu'on a des moins bonnes levées avec des chaumes hauts qu'avec des chaumes bas. Donc, je pense qu'il y a un côté, on va dire, protection du germe au moment de la levée qui peut être intéressante. Finalement, dans les trains de menu paille, on avait une très bonne levée, alors qu'ailleurs, on ne les avait pas. Et donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, sur les semis de fin mai, il attend les pluies de juin. En fait, le problème, c'est que finalement, on va vite arriver, notamment en conventionnel, il y aura une grosse concurrence pour la lumière entre le couvert et la culture en place, quoi. Et c'est toujours un peu au détriment du couvert. Hein. C'est des plantules contre des plantes déjà bien en place. Il n'y a pas assez de lumière. Hein, ça va lever, ça va s'étioler. Nous, on l'a testé en expérimentation rien qu'avec des semis de début juin. On va vraiment plus on avance, vous verrez, si vous venez au webinaire de la semaine prochaine, vraiment une forte réduction du taux de levée, vraiment quand on dépasse, on sort des 3 semaines avant la récolte, là tout de suite, le taux de levée baisse. Donc finalement, ça pourrait être une bonne idée, mais bon, c'est pas forcément. Disons que c'est plutôt qui tout double, quoi. Si vous n'avez pas de pluie à partir de votre semis jusqu'à la moisson, vous allez plutôt faire la bonne opération, mais si ça se met à pleuvoir et que ça lève dans la culture en place, soit elle va s'étioler, soit on va la détruire à la récolte sera détruit à la récolte avec les engins et tout ça. Enfin, on va abîmer beaucoup. On voit un peu ce qu'on peut en dire sur ces deux choses-là, couper haut et puis. Oui, après, juste Romain, pour compléter, parce que je connais Loïc, je vois qui c'est qui pose la question. Attention quand même au contexte pédoclimatique. Vous ne bloquez pas sur la date calendaire, c'est vraiment une date relative par rapport à vos dates de récolte prévisionnelle. Dans les régions où les moissons peuvent commencer des blés au début juillet, on est plutôt sur des semis qui vont pouvoir se débuter, on va dire, à partir du 10 juin. Oui, c'est vrai. Tous les essais qu'on a pu tester ici sont plutôt, on va dire, orientés Hauts-de-France, avec des récoltes qui sont plutôt, on va dire, à partir du 15 juillet pour des récoltes précoces et puis 20 juillet en dehors. Donc là, on est plutôt sur le semis de début juillet. C'est bien la récolte des 3 semaines avant récolte. Qu'il faut respecter. Oui, voilà, pardon. Oui. Non, moi j'étais bloqué au contexte de France. Oui, mais. Pas de récolte au début juillet. Là, si, pour ces récoltes. Mais on est dans l'aube. Donc voilà, si vous voulez continuer sur le sujet technique d'implantation, voilà, post-moisson, et puis pour aller un petit peu plus loin, vous avez du coup, je vous l'ai dit déjà, le replay du webinaire. Les vidéos des essais, on a bien parlé un peu dans les questions, mais elles seront là. Donc on a les vidéos des essais qui sont disponibles du coup sans notre présentation tout autour et donc en dehors des replays, des comptes rendus et des échanges sur les questions, vous voyez, et puis la liste des liens et les références citées. On a un dossier technique aussi vraiment sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc vous verrez tous nos résultats sur les différents itinéraires techniques, si les gens qui se posent des questions là-dessus. Et puis aussi tout ce qui est pratique innovante, vous pouvez le trouver aussi sur le site, du coup l'adresse elle est au-dessus. Merci d'être présent, d'avoir participé au webinaire. Merci pour les questions, la qualité de vos questions. Et puis, je pense qu'on peut se donner rendez-vous semaine prochaine pour développer justement le semis à la volée avant moisson, qui, je pense, suscitera également beaucoup d'interrogations et présente beaucoup d'attentes. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et puis, merci. Et puis, bonne soirée. Et puis bonne soirée à tous. Voilà.